Et j'appelle vite, 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 parce qu'on est très en retard, Pascal Trarieux, qui nous a fait la grande gentillesse de venir aussi de loin, du Musée des Beaux-Arts de Nîmes, qu'il dirige, pour nous parler également de communication, de médiation autour du projet d'exposition qui a ouvert, je crois, il y a quelques jours à peine, non, pas encore, qui va ouvrir, qui s'intitule La Maison des Merveilles. Des collections de donateurs, je crois, et donc nous parler d'un projet de médiation autour de cette exposition qu'il organise au Musée des Beaux-Arts de Nîmes. Merci beaucoup, la parole est à vous. Bonjour, oui, je me suis extrait du montage d'exposition aujourd'hui pour venir vous présenter le projet. En préambule, peut-être le profil du conservateur territorial, qui n'est pas identifié du tout par les élus comme un chercheur, mais plutôt comme le producteur de l'exposition qui sera inaugurée et de l'auteur de toute la communication qui va l'accompagner. Et pour notre hiérarchie, le chef d'établissement qui va assurer la bonne gestion du budget, la responsabilité administrative, financière, ressources humaines et bâtimentaires, puisque quand on est considéré comme chef d'établissement, on a aussi le poids d'un bâtiment, donc lourd de charges, qui nous éloigne beaucoup de nos recherches. Comme le disait Sylvain Amic, c'est la 36e heure, on pourrait dire, et les suivantes qui nous servent de temps de recherche. Je viens témoigner ici de cette petite bulle d'air qui m'a permis de monter l'exposition dont il est question, qui est un séjour de 3 mois en résidence à l'INHA. J'ai été confronté à un projet qui était une commande du maire et du directeur de cabinet de montrer au Musée des Beaux-Arts pour l'été 2016 la collection récemment entrée dans les différents établissements de la ville de Nîmes qui provenait d'un ingénieur hydraulicien qui, pendant 50 ans, des années 1960 à 2000, avait collectionné tous azimuts, on dirait, donc une collection vraiment multiple. Et on a découvert en 2009, effectivement, une villa composée de 17 pièces pleines d'œuvres d'art de toute provenance, de toutes époques, un appartement de 7 pièces entièrement rempli de collections, et la volonté du donateur de donner tout ce que nous pouvions choisir dans son univers, qui viennent compléter les collections municipales. Alors Nîmes n'a pas un musée, mais 6 établissements, donc il a été question de répartir l'archéologie, les antiquités au musée archéologique, au musée d'histoire naturelle, les collections correspondantes. Le fonds ancien de la bibliothèque a trouvé effectivement beaucoup de choses, et le musée des Beaux-Arts bien sûr, mais il nous a fallu plusieurs années, je dois dire, pour mener à bien la sélection chez un privé, de façon à dégager des œuvres qui est un intérêt par rapport aux collections existantes et qui est un intérêt scientifique. Donc il y a eu de la part de mes collègues et de moi-même une recherche évidemment qui a été menée sur cette collection pour ne pas tomber dans le travers des collections précédemment entrées traditionnellement dans les musées, qui était une collection complète, y compris les copies, les mauvais états, etc. Donc là, on avait une règle impérative de la part de nos élus, c'est de ne faire entrer que des pièces qui ne nécessitaient pas de dépenses, pas de restauration, donc c'est des fois un peu cruel, des pièces qui venaient en complément de nos collections, donc nous avons dû abandonner tout ce qui était antiquité chinoise, orientalisme, enfin je ne vous décrirai pas la totalité, nous n'en avons pas le temps actuellement. Ce projet d'exposition au Musée des Beaux-Arts d'une sélection d'une vingtaine de peintures, plus des pièces d'antiquité mésopotamienne, égyptienne et romaine, des ammonites, des pétrifications, une dent d'Arnval, quelques ouvrages incunables et manuscrits. C'était un corpus pas très crédible, pas très possible. Donc j'ai profité de ce projet pour greffer une recherche que je mène depuis longtemps sur les collections de collectionneurs qui constituent nos propres collections, et de regrouper effectivement, en utilisant les axes de réflexion du Festival de l'Histoire de l'Art de 2014, regrouper les œuvres constituant ces collections et d'essayer de les comprendre.
de comprendre la démarche et la personnalité du collectionneur, d'essayer de trouver les éléments de répartition géographique de ces collections dans la demeure du collectionneur, de dégager les types de collections. Donc l'exposition aura 3 chapitres, le cabinet de curiosité, la galerie de peinture et ce que j'appelle la maison des merveilles, puisqu'on était vraiment en présence de ce type de collection avec cette donation Hérald il y a 2 ans. Cette exposition a fait l'objet d'un séjour, je vous le disais, à Eliane-Achat, et je dois en remercier Eliane-Achat et les 3 bonnes fées qui se sont penchées sur le berceau de mon projet, donc Antoinette Lenormand-Romain, Chantal Georgel et Joanne Lamoureux, qui m'ont accompagné avec beaucoup de générosité dans ces recherches. Le fait de pouvoir se délocaliser à Paris, évidemment, ouvre les sources, les bibliothèques de façon beaucoup plus directe, mais aussi d'autres aspects. C'est-à-dire que j'ai pu accéder en réserve à l'INH, à la bibliothèque de l'INHA, aux ouvrages rares et précieux de la collection Doucet, que Doucet a racheté à Edmond Foulque, qui était le collectionneur nîmois, qui sera un petit peu le pivot de cette question-là. Donc accéder aux exemplaires originaux, aux livres de fête, aux très belles gravures, à la quasi-totalité des planches connues de Ducerceau, ça a été un moment absolument exclusif qui m'a été offert lors de ce séjour. C'est aussi pouvoir accéder aux collections disons jumelles, puisque j'ai donné comme sujet de recherche depuis des années, évidemment, les collections de collectionneurs à des étudiants de l'université Paul Valéry à Montpellier, pour des collections qui étaient à peu près cohérentes, qui sont restées assez cohérentes. Nous avions une collection donnée par la marquise de Saint-Prégnant en nom de son père, le comte de Chazelles-Chusclan, qui avait été dispatchée dans toutes les collections de la ville, les livres à la bibliothèque, bien sûr, l'archéologie au musée archéologique. Donc c'était un petit peu cette dispersion qui n'avait pas été comprise dans les périodes précédant mon arrivée. Et donc j'ai dû un peu reconstituer toutes ces choses-là et pouvoir à Paris rencontrer le notaire qui possédait le testament en 1906, qui était l'origine de ce legs, de pouvoir enfin voir le codicille du testament et m'apercevoir que, effectivement, les biscuits de Sèvres qui étaient donnés au musée des Beaux-Arts de Nîmes étaient exactement les mêmes que les biscuits de Sèvres donnés au musée de Sèvres, qui ont été exposés cet hiver. Ça m'a permis de m'apercevoir qu'effectivement, la baronne de Saint-Prégnant avait donné aussi au musée des Arts décoratifs des choses assez correspondantes que j'ai pu retrouver en mobilier dans les réserves du musée archéologique, pour du mobilier 18e. Donc c'est une remise en cohérence et donc une recherche un petit peu complète qui n'est pas terminée parce que ce séjour m'a permis d'ouvrir des portes que je vais pouvoir effectivement ouvrir moi-même à des étudiants en master pour poursuivre donc en détail sur certains points. Ce séjour m'a permis d'écrire effectivement le contenu de cette exposition dossier qui serait très bavarde, avec des niveaux de lecture comme on le connaît, c'est-à-dire beaucoup de textes à lire dans une exposition, des textes principaux, des textes secondaires, des cartels parlants, et une exposition difficile à visiter pour beaucoup. Et j'ai voulu greffer ce projet sur un autre projet qui nous tient à cœur, donc ma collègue responsable du service des publics et moi-même, c'est d'adapter notre discours scientifique au langage facile à lire et à comprendre. Donc c'est la norme Falk, c'est une norme européenne qui date de 2009, à laquelle nous nous sommes exercés pour la Nuit des musées l'année dernière, puisqu'on a choisi d'ajouter sur l'audio-guide des collections français-anglais une version Falk, qui a été mal comprise d'ailleurs par le prestataire très professionnel qui nous a dit « mais votre traduction, votre version pour enfants correspond à personne, il n'y a pas de public pour ça ». Et ça m'a fait très plaisir parce que c'est justement une version tout public. Le Falk est destiné à une meilleure compréhension pour le public qui présente des handicaps mentaux. Et la démarche est très intéressante puisqu'il s'agit de simplifier non pas le niveau de discours, mais la façon
dont on l'écrit ou dont on le dit. Donc on a enregistré cette version Falck, on l'a mise entre les mains des visiteurs de la nuit des musées et on a enquêté. Effectivement, on a fait un petit observatoire à la sortie. Les gens ont beaucoup apprécié, d'une part parce que les visiteurs individuels prenaient la version Falck pour visiter un peu rapidement, et puis lorsqu'une œuvre les intéresse particulièrement, ils prenaient la version plus détaillée, plus scientifique. Un autre objectif que l'on s'était fixé, qui marche très bien, c'est la facilitation de la visite des collections permanentes en famille. Les parents peuvent écouter, avoir tout de suite le message nécessaire. J'ai dépassé mon temps. Le message nécessaire et le traduire assez rapidement à leurs enfants. Donc ça crée un niveau de médiation que nous n'avions pas au Musée des Beaux-Arts et qui ne nécessite pas de médiateur externe, qui est vraiment quelque chose de plus spontané. Pour l'exposition qui nous intéresse et qui inaugure donc le 1er juillet, nous aurons pendant 3 mois l'exposition dossier telle sous les formes que l'on connaît, et puis à partir de la rentrée, une version facile à lire et à comprendre qui sera un fil rouge sous forme assez ludique, qui sera appliqué sur le bas des murs à hauteur de lecture à la fois des enfants et du public handicapé moteur, mais nous avons aussi beaucoup d'actions avec les IME, donc multi-handicap, avec des mots, des photos, des graphiques. Et il me semblait que pour cette exposition et ce sujet de la collection, la constitution d'une collection, que ce soit le timbre-poste jusqu'à l'œuvre d'art, c'était intéressant de happer le public le plus jeune possible. Bien sûr, une version facile à lire, facile à comprendre pour l'audio-guide qui accompagnera l'exposition temporaire, et un deuxième projet, puisqu'effectivement j'ai bénéficié de subventions sur un chapitre particulier des crédits déconcentrés de l'État. Donc la DRAC nous a subventionné pour le projet d'exposition facile à comprendre, et sur un autre projet, puisque je me disais les collections, c'est une vision globale de nos collections, enfin de nos œuvres. On va sortir beaucoup d'œuvres qui sont pour l'instant conservées en réserve, surtout pour les arts décoratifs, mais il manquait l'autre bout de la lorgnette, on pourrait dire, c'est-à-dire le fait de rentrer dans l'œuvre. On s'aperçoit dans nos métiers de la médiation qu'effectivement on regarde un tableau en général et il est assez difficile de rentrer dans le détail. Et nous allons mener une action pédagogique, un atelier, qui sera un module de 3 matinées en période de vacances scolaires, très ludique, qui est la machine à lire les tableaux. C'est très prétentieux, n'est-ce pas ? Donc on baticole une machine avec des éléments qui aboutissent à régler une machine virtuelle, on pourrait dire, sur une focalisation d'un détail, sur le paysage. Et comment est-ce qu'avec notre machine, on voit le paysage de tel tableau ou de celui-ci. Et donc, accompagné, bien sûr, toujours de ce langage facile à comprendre. Je pense que c'est un petit peu la traduction du langage scientifique au langage perceptible par le plus grand nombre. Et c'est très étrange que cette démarche s'inscrive sous un vocable public spécifique, alors que c'est vraiment la totalité des publics, l'ensemble des publics que l'on cherche à sensibiliser. Je vous remercie. Merci beaucoup.